Bonjour Evelyne Tirmarin, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir chez vous. Vous êtes magistrate, on vous connaît pour avoir été aussi l'ancienne porte-parole du syndicat de la magistrature. Vous participez régulièrement aux travaux de la Fondation Copernic ainsi qu'à Attac. On va faire ensemble le point sur la situation des libertés et des droits en France dans le contexte d'état d'urgence permanent. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Le regard quand même d'un professionnel de la justice, c'est-à-dire le fait que ça fait des années et des années que je suis magistrat, particulièrement plutôt pénaliste, juge d'instruction, etc. Maintenant, je suis président d'une chambre correctionnelle économique et financière. Donc c'est quand même un regard qui se nourrit d'une expérience humaine extrêmement particulière. C'est un observatoire de la société, vous savez, la justice. Donc, c'est pas tout à fait le même regard que quelqu'un qui s'informe, qui lit la presse, mais qui ne voit pas tous les jours, d'une part, cette misère absolue d'un certain nombre de gens qui ont affaire à la justice, cette dureté aussi de la justice à leur égard, et puis de l'autre côté, par exemple, dans ma chambre économique et financière, cette abondance à la fois de biens et de positions sociales qui s'étonnent toujours qu'on leur demande des comptes. Alors, j'avais pas prévu de commencer cet échange par ce qu'on a appelé l'affaire Bayrou, mais depuis ce matin, on l'a appris. Le garde des Sceaux a donné sa démission. Le patron du Modem est mis en cause dans une affaire diligentée par un parquetier qui se trouve être sous l'autorité directe du garde des Sceaux, donc de François Bayrou lui-même. Ça n'était plus tenable, Evelyne Tirmarin. C'est sûr que d'abord il y a le problème de l'indépendance du parquet, c'est-à-dire que comme vous le savez, malgré ce qu'on dit sur le parquet financier, qui fait un travail considérable depuis maintenant 3 ans, malgré tout les procureurs ne sont pas indépendants. C'est-à-dire que finalement c'est un peu l'exécutif dans la justice. Ce ne sont pas des magistrats d'après la Cour européenne des droits de l'homme, et donc, comme ils sont nommés par l'exécutif, il y a toujours un soupçon sur le fait que leurs enquêtes peuvent être étouffées, peuvent être plus ou moins limitées. Et donc, c'est assez normal peut-être que M. Bayrou, garde des Sceaux, qui doit diriger les enquêtes, même s'il n'a pas le droit de donner des instructions individuelles, enfin, il est quand même extrêmement informé des enquêtes. Il a toute autorité sur le procureur général et sur le procureur qui est chargé de l'enquête, y compris le procureur financier de Paris, Madame Houlette. Donc, ça le met dans une situation insupportable et contradictoire. Et vous, qui êtes une professionnelle justement de la justice, comme vous le rappeliez tout à l'heure, est-ce que la moralisation dont il est question aujourd'hui ne devrait pas d'abord passer par faire en sorte que les élus soient des justiciables comme tout le monde finalement? Oui, c'est le problème de l'immunité. Par exemple, dans le cas de M. Bayrou, là, qui vient de démissionner, il y a l'aspect hiérarchie du garde des Sceaux sur finalement les enquêteurs et le parquet, mais il y a aussi le fait que l'affaire touchait directement le parti dont il est issu, le Modem. Donc les deux choses posent un problème. Mais il est vrai également que dans l'ensemble de ces affaires financières, les affaires de corruption, en plus, sont très difficilement poursuivies. Donc ça pose aussi un problème particulier par rapport à cette idée qu'il faut moraliser la vie publique. Mais la question de l'immunité en soi. Alors, la question de l'immunité, c'est une question qui, en fait, est abordée depuis assez longtemps par un certain nombre de juristes. Par exemple, l'immunité présidentielle, elle n'existe pas aux États-Unis. C'est à modérer parce que, en fait, le président des États-Unis peut être poursuivi en matière civile et ça peut déboucher sur des affaires pénales. Mais en tout cas, la force de l'institution judiciaire aux États-Unis fait que même le président de la République peut être poursuivi, ce qui n'est absolument pas le cas en France. Et donc, on a vu à travers l'affaire Chirac, on a vu à travers un certain nombre d'affaires concernant M. Sarkozy, on voit à travers des affaires concernant aussi les parlementaires, Madame Le Pen par exemple, On entend assez peu en ce moment d'ailleurs. mais qu'on entend effectivement assez peu, et d'autres députés, qu'ils soient députés européens ou autres, on voit que ces immunités posent problème, et je pense qu'ils devraient être traités effectivement comme des citoyens ordinaires. Il n'y a pas de raison. Il y a un principe qui s'appelle l'opportunité des poursuites qui s'impose au parquet français, et donc il n'y a aucune raison qu'un parlementaire soit poursuivi, fasse l'objet d'enquête, s'il n'y a pas des raisons plausibles, comme on dit, de soupçonner qu'il a commis une infraction, comme tout le monde.
Alors, autre sujet d'actualité, on vient de l'apprendre, le Conseil d'État vient de valider pour partie le projet de loi qui doit inscrire l'état d'urgence dans le droit commun. J'ai une question très simple, Evelyne Sirmarin. Nos libertés fondamentales sont-elles réellement menacées aujourd'hui? Oui, en ce sens que là, dans ces affaires d'état d'urgence, bon d'abord vous savez que ça va être la 6e fois que l'état d'urgence va être renouvelé. Ça ne s'est évidemment jamais vu sous la Ve République, hein. C'était le cas uniquement pendant la guerre d'Algérie. Et surtout, la menace pour les libertés, si vous voulez, c'est le fait que toutes ces mesures attentatoires aux libertés, que sont l'assignation en résidence, je rappelle que ça peut durer 1 an quand même, de forcer quelqu'un à aller tous les jours au commissariat dire qu'il est bien là et rester à son domicile. Toutes ces mesures que sont les perquisitions de jour comme de nuit, toutes ces mesures que sont l'interdiction de manifester, par exemple, hein, qu'on a vu mettre en œuvre notamment à l'occasion de la COP21 et d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Toutes ces mesures qui sont très attentatoires aux libertés, finalement, l'équilibre dans une démocratie, c'est qu'elle soit contrôlée par des magistrats de l'ordre du judiciaire qui sont là pour garantir les libertés individuelles. C'est l'article 66 de la Constitution. Donc, on a d'un côté des mesures qui sont très attentatoires aux libertés, vous obliger à rester chez vous, vous interdire de manifester, venir chez vous de jour comme de nuit perquisitionner, mais d'un autre côté, c'est un juge qui contrôle et qui ordonne. Mais là, dans la loi sur l'état d'urgence qui va être présentée au Parlement, il n'y a pratiquement plus de contrôle d'un juge. Certes, on vient de réintroduire le fait que le juge des libertés pourra entériner les demandes, par exemple, de perquisition ou d'assignation à résidence. D'abord, ça ne sera peut-être pas voté au Parlement, parce qu'on a vu que toutes les lois sur l'état d'urgence et antiterroriste avaient été durcies par le Parlement. Elles sont présentées par le gouvernement et elles sont pires encore en matière d'atteinte aux libertés quand elles sortent du Parlement. Donc on enlève le contrôle du juge judiciaire et c'est ça l'atteinte à la démocratie. Et en même temps, le même Conseil d'État a révélé que près de 40% justement des assignations à résidence, des perquisitions administratives ou même des saisies de documents qui ont été permis justement dans le cadre de l'état d'urgence ont été jugées illégales. C'est donc une faute politique à laquelle s'apprête à s'engouffrer justement l'actuel gouvernement? On donne tout pouvoir au préfet, on donne tout pouvoir finalement à l'autorité administrative. Et en plus, ça n'a pas d'efficacité sur le plan judiciaire, parce que c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'on pourrait dire, je pense que ça serait un raisonnement faux, mais on pourrait dire finalement, après tout, si ça nous permet de ne plus avoir de terroristes en France, c'est absolument pas vrai. Les enquêtes judiciaires en matière de terrorisme, il y en a moins d'une dizaine qui ont été ouvertes, entre guillemets, grâce à l'état d'urgence, grâce à toutes ces mesures attentatoires aux libertés. Moins d'une dizaine. Toutes les autres enquêtes ont été ouvertes avec des mesures normales d'enquête, c'est-à-dire du renseignement, des indices, etc. Donc en plus, c'est pas efficace. Lundi, un collectif d'intellectuels, d'universitaires et d'organisations du monde culturel ont dénoncé dans une tribune la menace économique et sécuritaire justement que fait peser l'état d'urgence sur l'art et la culture dans l'espace public. On ne parle pas assez des effets collatéraux justement, des très concrets sur bien des secteurs justement d'activité, Evelyne Sirmarin? Oui, on pense notamment à ces interdictions de tenir des réunions, de manifester, dont on a très très peu parlé. Et je rappelle que le Conseil d'État quand même a jugé qu'un certain nombre d'interdictions de manifester étaient totalement illégales. Le problème, c'est ce que vous posiez comme question tout à l'heure, c'est que ça n'arrive qu'après coup. Vous voyez, vous ne pouvez pas tenir, par exemple, une manifestation artistique sur la voie publique parce que ça gêne peut-être l'ordre public, d'après le préfet, hein, qui n'est peut-être pas le mieux placé en matière culturelle. Et c'est après coup, si vraiment vous avez les moyens de vous payer un avocat, de faire une procédure, que peut-être un an et demi après, le Conseil d'État va dire « Ah non, ça c'était illégal ». Mais en fait, ça étouffe l'initiative, la démocratie, la force d'expression. Vous pensez qu'on peut sensibiliser l'opinion publique sur ces questions de justice? On a l'impression que c'est toujours une affaire d'experts, ces questions juridiques. C'est très difficile parce que les gens ne se rendent pas compte que ça peut les toucher personnellement. C'était la question de Clémentine Autain justement hier. En quoi justement c'est dangereux pour les individus, pour les citoyens aujourd'hui? C'est pas dangereux pour tous les individus. On n'est pas du tout tous égaux devant la loi. Vous savez, quand on habite à Neuilly ou dans le 16e arrondissement, on a assez peu de chances d'avoir une assignation à résidence ou une interdiction de manifester. J'ai pas l'impression en fait que lors du mariage pour tous, ça aurait été
ça aurait été en fait possible. C'est pour les interdictions de manifester pour autre chose. C'est pour les gens qui habitent dans des autres quartiers, qui font partie d'autres groupes sociaux. On le sait bien, on le voit bien, hein, les assignations à résidence, les perquisitions de nuit touchent des personnes qui sont plutôt, qui appartiennent plutôt, et évidemment à la communauté musulmane, qui sont considérées plutôt comme radicalisées, à juste titre ou pas, et auxquelles de toute façon on n'a rien à reprocher judiciairement. Il n'y a même pas d'indice, il n'y a rien. Ce sont des notes blanches des renseignements généraux, c'est tout. Donc il faudrait attirer l'attention sur l'inégalité devant la loi dans ces matières de liberté, qui est très très importante. Une dernière question, Evelyne Sierre-Marin, un mot sur l'affaire Grégory qui passionne et affole les médias à défaut d'intéresser les Français. Qu'est-ce que ça dit de notre système judiciaire sur la pertinence justement des nouvelles interpellations et des mises en examen? Écoutez, moi je m'interroge beaucoup sur l'affaire Grégory parce que ce qui fuite dans la presse, c'est que il y a eu des expertises graphologiques. Très bien, on met des gens en détention provisoire, je dirais plutôt très mal. Parce que 30 ans après, qu'il y ait une enquête et que l'enquête se poursuive, parce que peut-être on n'a pas encore été au bout, je trouve que c'est normal, c'est la mort d'un enfant, c'est extrêmement grave. Mais que par ailleurs, immédiatement, avec des expertises graphologiques dont on sait que c'est absolument pas une science, la graphologie, avec ce type d'indice qui ne permet absolument pas à qui que ce soit d'être maintenu en détention provisoire ou condamné, encore moins par une cour d'assises, s'il n'y a pas d'autre chose dans le dossier. J'espère pour les magistrats qui ont pris ces décisions qu'il y a autre chose dans le dossier. 33 ans après les faits, oui. Ça veut dire qu'il faudrait que la justice accepte que l'on ne retrouve pas les assassins? Écoutez, c'est le problème de la prescription, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour la paix sociale, il faut admettre, mais je ne dis pas que dans l'affaire Grégory, il faut l'admettre, il y a peut-être encore des choses à faire dans l'enquête, mais à un moment donné, il faut admettre que le dossier judiciaire se referme et qu'on passe à autre chose si on n'a pas de preuves scientifiques, c'est-à-dire, vous savez, l'ADN, les écoutes téléphoniques, des témoignages qui sont concordants, etc. Là, ce n'est pas le cas en l'espèce. Merci beaucoup Evelyne Sierre-Marin. Demain, je recevrai Nicole Cogère. Elle est vendeuse au magasin Tati de Barbès. Elle est aussi déléguée syndicale de la CGT. Nous reviendrons avec elle sur le conflit social en ce moment qui est lié à la liquidation judiciaire des célèbres magasins. Vous avez une question pour elle? Oui, parce que comme je préside une chambre qui est notamment chargée du droit pénal du travail, je vois beaucoup de délits d'entrave aux institutions représentatives du personnel, aux comités d'entreprise, au CHSCT, etc. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'elle pense du fait que dans la future loi à Macron, enfin loi, ordonnance, habilitée par ordonnance, on va limiter les pouvoirs des institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire fusionner, en fait, le CHSCT, le comité d'entreprise et les délégués du personnel. Il est prévu d'enlever finalement toute cette multiplicité d'institutions représentatives dans l'entreprise. J'aimerais savoir ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est la même chose d'être dans un CHSCT, d'être dans un comité d'entreprise ou d'être délégué du personnel? Est-ce qu'on peut faire une délégation unique? Très bien, je lui transmettrai votre question. Merci beaucoup. Merci.